qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. J'ai eu la chance d'être conviée au Learning Planet Institute dans le cadre du Festival de l'Apprendre le 24 janvier 2024. J'ai pu organiser 2 enregistrements live avec du public donc, et c'était une grande joie pour moi. J'ai interviewé tout d'abord Olivier Bréchard pour parler de son expérience, notamment vis-à-vis des différentes manières de penser l'éducation dans le monde. Il est le directeur du Learning Planet Alliance et nous partage pourquoi lui aussi il est persuadé que nous changerons le monde grâce à l'éducation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie. Nous sommes aujourd'hui au Learning Planet Institute pour la Journée internationale de l'éducation. Pour vous présenter brièvement, vous avez décidé d'engager votre carrière au service de l'éducation et aujourd'hui, vous êtes le directeur du Learning Planet Alliance au Learning Planet Institute. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez décidé de vous investir pleinement dans l'éducation ? J'ai eu la chance, il y a quelques années, en 2008, d'avoir la possibilité d'aider à créer un sommet qui s'appelle WISE, qui n'existait pas, le World Innovation Summit for Education. Et plutôt que de commencer par faire un sommet, la première chose que j'ai eu l'occasion de faire, c'était de monter un programme qui s'appelle les WISE Awards, où on allait chercher partout dans le monde, sur le terrain, qui sont les gens qui innovent avec de l'impact, avec une série de critères très bien pensés avant. Et dès la première édition, on a eu plus de 700 réponses, avec des projets qui étaient menés aussi bien dans des universités de haut niveau comme le MIT, avec le MIT OpenCourseWare, mais aussi des fermiers, des radios pour que des fermiers au Nigeria apprennent les uns des autres, ou des programmes comme Escola Nueva, une très très grande diversité. Et j'ai vu beaucoup d'innovations qui venaient du terrain, souvent en dehors du système éducatif, avec un impact incroyable. Et de pouvoir travailler avec ces personnes, d'apprendre à les connaître, de les amener sur scène, de partir plutôt de ce qui fonctionne que des grands problèmes. Tous les sommets parlaient du décrochage scolaire, des enjeux de assessment, mesures, etc. Là, on a inversé. On est parti de gens qui faisaient les meilleurs programmes de mentorat au Canada, en Colombie, aux Pays-Bas. On amenait ces personnes sur scène, après avoir étudié en détail ce qu'ils faisaient, et on partait des approches qu'ils avaient, par exemple de lutte contre le décrochage scolaire. Et ça, c'était une source d'inspiration pour des ministres, pour des institutions internationales. Et de me dire d'avoir la chance, avec des sujets extrêmement complexes, beaucoup de défis, mais de travailler avec des milliers de personnes au fil des années qui sont engagées et qui font des choses incroyables, c'est le moteur qui m'anime le plus. Et puis peut-être un deuxième, c'est que dès cette époque-là, j'ai rencontré François Tadei, c'était en 2009, pour l'inviter à venir parler dans le sommet WISE. Il m'a dit, écoute Olivier, je veux bien, mais je mets une condition. Il faudrait absolument que cette initiative ait une partie dédiée à l'engagement de la jeunesse. Très bonne idée, on a créé dès la 2e année le Learner's Voice, dans lequel des étudiants du monde entier venaient jouer un rôle, venaient participer de manière active, et François donnait du temps pro bono quelques jours avant pour les préparer, avec une autre personne qui s'appelle Florence Rizzo, qui a monté, elle, Synlab, qui est devenue Ecoluma, avec des plateformes Maître-Prof. Donc 2 belles rencontres, c'est beaucoup sur les rencontres, et se dire qu'ensemble, en collaborant, on peut avoir plus d'impact. Et alors justement, l'un des grands lieux de la collaboration sur l'apprentissage, c'est le Learning Planet Institute. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement en quoi ça consiste, cet endroit ? Ça, c'est une très bonne question. L'endroit est foisonnant, on fait beaucoup de choses, donc je vais donner une réponse. Mais en fait, c'est à la fois un centre... En fait, c'est un lieu où on imagine, on invente avec les jeunes, avec les enseignants, avec d'autres acteurs, comme des entrepreneurs sociaux, de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner au XXIe siècle.
On se dit qu'il y a les transitions, le terme est plus ou moins accepté, mais transitions dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la société, dans le domaine du digital, avec l'IA et l'IA générative, notamment l'intelligence artificielle, et que pour préparer les jeunes générations, mais aussi les adultes, à faire face aux nombreux défis et faire face collectivement à ces nombreux défis. Il faut les équiper avec les connaissances, avec les compétences nécessaires pour faire ça. Et donc, c'est des manières radicalement différentes de faire de ce qu'on a connu. Et pour réussir à enseigner et à apprendre différemment sur ces sujets complexes, il faut aussi réinventer la manière dont le système éducatif fonctionne. Donc on a de la recherche sur les learning transitions. Il faut faire de l'éducation autrement. Donc on a des programmes très interdisciplinaires, très axés sur le projet, mais aussi très axés sur le rapprochement entre l'école, l'université et l'engagement sociétal. Les entrepreneurs sociaux. Comment est-ce qu'on n'essaye pas d'apprendre seulement pour sa réussite individuelle, mais comment est-ce qu'on apprend pour collectivement traiter des grands enjeux de justice sociale, de paix, de beaucoup d'autres choses. Donc il y a ces dimensions-là. Il faut aussi, pour réussir à faire ça, des outils digitaux. Dans le monde du numérique, dans le monde de la science, on apprend les uns des autres à toute vitesse. Dans le monde de l'éducation et de l'impact social, chacun fait des choses de son côté. Il y a des innovateurs incroyables, mais on regarde rarement ce qui se passe ailleurs et comment on pourrait apprendre les uns des autres. Donc il faut des espaces digitaux et puis il faut donc du coup une alliance mondiale. Donc moi je m'occupe de l'alliance mondiale qui a été lancée avec l'UNESCO, dans lequel on rassemble tous les acteurs, puisqu'on ne pourra pas transformer l'éducation avec seulement des gouvernements, ou seulement des profs, ou seulement... C'est le travail commun massif, c'est un grand défi, mais c'est parce que les étudiants, les enseignants, les villes, les gouvernements, les institutions internationales se mettent ensemble. Et donc ça, c'est tout le but de l'Alliance, de créer ce middle ground où les institutions travaillent avec les acteurs de terrain, et les jeunes et les activistes, dans un vrai process de co-construction. Ce qui m'a frappé en préparant l'événement ici, c'est qu'en fait, il y a plein de salles de classe et que j'ai l'impression qu'il y a des élèves qui suivent des cours. Qui sont ces élèves ? Alors ça, c'est la magie de ce lieu. Il a été investi dans un état un peu en ruine, mais avec des élèves et des profs. Et donc l'ensemble de l'espace dans lequel nous sommes a été co-designé avec les étudiants, le staff, les profs. Et du coup, à chaque étage, on a des laboratoires de recherche, des salles de classe et des équipes de staff au même étage. Donc tout circule. Donc qui sont ces élèves ? On a des élèves en licence, en master, en doctorat, qui viennent en moyenne de 60 pays différents. L'histoire, c'était beaucoup sur les sciences de la vie, les learning sciences. On enseigne en anglais, on est à Paris, mais on enseigne en anglais, parce que pour 60 nationalités différentes, c'est les life sciences. Donc c'était tout ce qui est autour de la santé, de la biologie moléculaire, de l'évolution des espèces, des choses comme ça. Tout ce qui est digital, et tout ce qui est aussi lié aux nouvelles manières d'apprendre, les learning sciences. Et on se dit que en fait, il y a les communs culturels, les nouvelles manières d'apprendre, les communs de la vie, de tout ce qui est la biologie, et puis les communs digitaux. Et comment est-ce qu'on les associe de manière transdisciplinaire, interdisciplinaire, de manière à mieux les protéger. Ça, c'est une des dimensions. Et la dimension que j'ai mentionnée un tout petit peu plus tôt, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que de plus en plus, on est en train de créer des nouveaux cursus qui sont axés toujours vers des étudiants de ces âges-là, mais sur l'engagement, l'entrepreneuriat social. Quel changement est-ce que vous espérez voir apparaître en ce qui concerne l'éducation et l'apprentissage ? Alors, je suis certaine qu'il y en a beaucoup, mais si on devait en retenir peut-être 2, 3. Un premier, qui est pour moi une des clés, c'est passer d'un système éducatif dans lequel la compétition est la règle, à un système éducatif dans lequel la collaboration est le fondement. Comment est-ce qu'on commence dès le plus jeune âge à ce que les enfants apprennent à travailler ensemble en équipe ? Et on a des programmes comme Bâtisseurs de possibles. Il y a un programme qui a été incubé ici qui s'appelle les Saventuriers, qui, sur le domaine de la recherche ou du design thinking, de l'impact, mettent ces bases-là. Donc comment est-ce que les enfants collaborent entre eux sur des projets ? Comment est-ce qu'ils collaborent avec leurs enseignants ? Mais tout aussi important, comment est-ce que les enseignants collaborent entre eux ? Après le Covid, il y a eu une enquête de l'OCDE sur quels sont les pays qui ont réussi à faire preuve de résilience face à cette crise brutale. Et il y a plein de critères différents de résilience, mais le numéro 1, c'est la capacité des enseignants à collaborer entre eux. Le numéro 2, c'est leur statut social, leur reconnaissance, parce que ça participe de la motivation. Et le numéro 3, c'était la formation des enseignants, et notamment la formation des enseignants au numérique. Donc cette idée de plus on sait collaborer à l'intérieur de la classe. Je rajoute une dimension rapidement, je brosse un portrait rapide là, mais les nouvelles technologies, les EdTech appliquées à l'éducation, si c'est sur un système descendant comme d'habitude, ça ne va pas changer grand-chose. Si on se dit que l'IA a éventuellement un potentiel pour mieux apprendre, c'est si on associe l'intelligence des enfants et des profs, l'intelligence individuelle,
de l'intelligence collective, et à ce moment-là, pourquoi pas de l'IA aussi, mais dans un modèle de collaboration. Comment est-ce que les enfants collaborent entre eux, avec les enseignants, avec de l'IA, avec d'autres écoles. Donc ça, c'est collaboration comme un des facteurs. Le deuxième, c'est de partir des attentes de nos jeunes générations. Ce matin, on a présenté plusieurs enquêtes par Ashoka, par AnimaFac, par Youth Talks, sur qu'est-ce que les jeunes attendent en matière d'éducation. Et les enjeux de paix, de vivre ensemble, d'environnement aussi, sont des enjeux cruciaux. Tous ces enjeux, on les retrouve dans l'objectif de développement durable 4.7, et qui est sur l'éducation de développement durable, à la paix, tout ce ça n'est pas enseigné dans les écoles, ça n'est pas enseigné dans les universités, ça n'est pas... Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui compte davantage que ça? Donc sortir un peu du côté uniquement disciplinaire et réussite professionnelle seulement pour créer ce vivre ensemble. Donc la collaboration, ça c'est un des enjeux. La co-construction avec les jeunes générations, avec les enseignants, avec les communautés. Moi je m'occupe du monde entier. Donc là je sors d'une session qui s'appelle The Friendship, une ONG au Bangladesh. Et j'avais des classes du Bangladesh, dans le nord du Bangladesh, qui est une région très exposée au changement climatique, peut-être la pire, des populations très pauvres, mais qui passent plusieurs semaines dans l'année avec de l'eau qui inonde tout. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. Et qui pourtant font face, et on a énormément de choses à apprendre de ces personnes-là, mais donc si je prends la population mondiale, l'Afrique, etc., on a vraiment d'autres choses à apprendre de plus importantes. Donc je dirais que collaboration, co-construction avec les personnes concernées, voilà. Et dernière chose, peut-être à ce moment-là, c'est une dynamique tout au long de la vie. Puisqu'on ne peut pas se dire, on apprend à l'école, et puis après un peu à l'université, puis c'est fini. Là, c'est vraiment pas vrai, c'est pas possible. Et vous parlez des adultes de demain. On a eu une très belle intervention ce matin de Jean-Pierre Gou, et puis qui était suivi aussi par Magali Payen sur ce côté, pas d'opposition entre jeunes et adultes. Traitons tous les jeunes comme des adultes, et les adultes sur ceux qui ont déjà réfléchi à leur finitude. Enfin, là, j'accélère encore une fois énormément, mais ce côté intergénérationnel et leadership intergénérationnel. Ça fait un programme qui va nécessiter beaucoup de changements et beaucoup de collaboration de beaucoup de personnes. Est-ce que justement vous êtes optimiste quant à ce changement, vous qui êtes sur le terrain? Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les institutions qui peuvent mettre en place ces changements? Ou est-ce qu'au contraire vous pensez que ça viendra uniquement du terrain et que ce changement arrivera à être mis en place? Alors, on ne peut pas ne pas être optimiste. D'accord, il y a trop d'enjeux. Alors, quelque chose qui nous a déclenché, particulièrement le premier sommet qu'on avait fait, ou le premier festival de l'apprendre, et Learning Planet Festival, avait lieu à l'UNESCO en janvier 2020. En février 2020, juste avant le Covid, il y a un rapport de l'UNICEF, du Lancet et de l'OMS qui a été publié, et qui s'appelle « Un avenir pour les enfants du monde, point d'interrogation », et qui dresse un portrait de la crise de santé et de santé mentale des jeunes générations inouïes. Donc on lit énormément cet avenir des jeunes générations à tous les enjeux et toutes les autres crises. Mais comme je vous le dis, il y a tellement de milliers, de dizaines de milliers de personnes et d'organisations qui travaillent sur ces sujets que quand on fait alliance et qu'on travaille ensemble, on est porté par cet optimisme malgré l'ampleur des défis. D'autres raisons d'être optimiste, je vous en donne. En ce moment même, du 24 au 26 janvier, plusieurs pays qui sont les pays considérés comme high performing, les plus performants de l'OCDE dans le classement PISA. C'est la Finlande, le Canada, l'Estonie, Singapour, Hong Kong. Et puis d'autres pays les ont rejoints, et des experts, et ils discutent en ce moment, ça fait 2 ans de travaux déjà, de tiens, peut-être qu'il y a un moyen de transformer radicalement notre système éducatif en mettant au cœur de la raison d'être l'épanouissement des enfants. C'est human flourishing. Et ils travaillent aussi avec des institutions comme Harvard, le President Singh Institute, avec nous, etc., sur comment on réinvente en profondeur nos systèmes éducatifs censés être les meilleurs du monde. On sait qu'ils ne marchent pas, on sait qu'ils ne répondent pas aux besoins. Donc les pays les plus performants sur le classement PISA se disent il faut qu'on aille ailleurs, et ils s'y mettent. Et donc pour moi, ça c'est une source d'inspiration et de confiance incroyable, parce que dans le même temps, on a fait un travail de recherche sur 18 mois. On est allé au Bangladesh, au Rwanda, au Brésil, au Pérou, en Colombie, en Afrique du Sud, etc. Regardez comment est-ce qu'on apprend dans les conditions les plus extrêmes. Et on a sélectionné parmi 100 projets, 11 projets inouïs, mais ça peut être aussi la mégalopole de Delhi, qui ont décidé de mettre l'épanouissement des enfants au cœur de leur démarche, quelles que soient les conditions. Donc à Delhi, ils ont créé un happiness curriculum, avec le gouvernement, des associations, toutes les écoles. Puis ils se sont dit, ça ne marche pas parce qu'on continue à mesurer comme avant. Donc ils ont commencé à changer les manières de mesurer aussi, et maintenant ils ont une sorte de mindset curriculum plus complet. L'ampleur des défis reste gigantesque, d'accord ? Mais on voit quand on a des institutions qui bougent, des entrepreneurs sociaux, des réseaux d'écoles comme
Teach for All dans 60 ou 61 pays. Ils se sont dit, on sait qu'on travaille avec les profs en priorité, mais que travailler juste avec les profs, c'est déjà énorme, mais ça ne va pas suffire. Il faut qu'on travaille sur une approche écosystémique avec tous les autres acteurs. Et je vois des projets naître partout qui sont incroyables. Ça ne passe pas encore à l'échelle des systèmes éducatifs partout. D'accord ? Aucun système éducatif aujourd'hui n'est à la hauteur des enjeux des transitions et du développement durable. Donc on a tous à apprendre les uns des autres et il faut se mettre dans cette position-là. Et qu'en est-il de la France ? Alors qu'en est-il de la France ? Je ne botte même pas en touche, mais je connais tous les pays du monde et c'est la France que je connais le moins bien. Mais en France, il y a une chose que je fais, parce que je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas. J'anime l'Alliance mondiale, j'anime beaucoup de choses, mais en France, j'anime le Festival de l'apprendre. Et donc là, il y a énormément de défis en France, mais Festival de l'apprendre, on a vu cette année plein de territoires, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Caen, dans Lyon, dans la Drôme, qui se mettent dans cette dynamique de créons un festival. C'est l'occasion pour les acteurs de l'éducation normale, de l'éducation populaire, de l'enseignement supérieur, de la formation continue, des entreprises, de la high-tech, des villes, des associations, de se rencontrer autour des enjeux de l'éducation. C'est ce qu'on fait ici, on réunit du monde. À Paris, il y a une dizaine de lieux, puis la mairie de Paris s'en est emparée en faisant la semaine de l'éducation en même temps que le festival. Et donc, ce qui me donne de l'espoir en France, c'est beaucoup cette dynamique de terrain où les gens se disent on a besoin de se parler, on a besoin de faire les choses ensemble. L'un des enjeux du Festival de l'apprendre, c'est de prendre soin de soi, soin des autres et soin de la planète. Comment est-ce que vous pensez donner confiance en cette jeunesse du passage à l'action et notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique ? En fait, tout ce que l'on fait est fait avec la jeunesse dans une dynamique de passage à l'action. D'accord ? Donc pour avoir confiance, il faut pouvoir se retrouver dans un collectif. Donc on a eu des très belles interventions ce matin, de Magali Payen, d'Elsa Dacosta, de Jade Verda, de pas mal de jeunes différents, qui sont tous très engagés. Et donc les premiers constats, c'est que pour la jeunesse la plus engagée, c'est rapidement celle qui a quand même un doute sur sa légitimité. Or, elle est légitime pour faire des choses. Et c'est aussi celle qui va être la plus soumise à l'éco-anxiété, à la peur, parce que vu l'ampleur, plus tu t'engages, plus tu risques d'être épuisé, etc. Et donc là, ça ne fonctionne pas. Chaque individu qui s'engage va souffrir. Ça fonctionne beaucoup mieux si on est dans un collectif et que plutôt que de réagir par le repli ou l'agressivité contre le système ou contre soi-même, il va falloir pouvoir faire partie d'un collectif, partager et agir ensemble. Donc si on crée des groupes de travail. Donc on a créé un programme qui s'appelle les Youth Fellows avec des jeunes engagés du monde entier qui se soutiennent, qui apprennent les uns des autres. Plein de programmes à travers la France. Le type de formation qu'on essaie de faire sur l'entrepreneuriat social, c'est d'avoir cette démarche collective. Individuellement, on ne va pas y arriver, mais ensemble, en plus en ayant un niveau où les jeunes sont des jeunes comme nous, d'accord ? C'est-à-dire qu'on travaille ensemble de manière plus horizontale, dans un côté très intergénérationnel. Donc collectif et intergénérationnel, avec des bons leviers. C'est une réponse très orientée sur le projet, d'accord ? Le programme pour les enfants bâtisseurs de possibles, c'est dès le plus jeune âge, pouvoir travailler sur des projets qu'on réalise à plusieurs, qui vous touchent. La méthodologie s'appelle Feel, Imagine, Do et Share. On ressent quelque chose qui nous tient très à cœur, on imagine à plusieurs une solution, on la met en œuvre et on la partage ensuite avec sa classe, avec son école, à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Ce type de démarche aussi est très importante. Dans notre public, aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs enseignants, anciens enseignants ou des enseignants à venir. Comment est-ce que vous leur suggérez de s'investir collectivement pour cette cause ? Parce que depuis le début, vous parliez beaucoup de collectif, mais comment est-ce que concrètement, on peut s'investir, par exemple, auprès du Learning Planet Institute ou autre, lorsque l'on fait partie de la communauté éducative ? Alors, il y a des programmes qui sont proposés, qui sont pilotés ici, mais qui sont faits avec les enseignants là où ils sont, donc les programmes type bâtisseurs de possibles. Il y a un autre programme qui est né pendant le Covid, qui s'appelle Prof-chercheur. C'est l'idée que pendant le Covid, il y avait beaucoup de difficultés, donc on a fait des groupes de 20 enseignants qui se connaissaient ou qui ne se connaissaient pas, et qui pouvaient commencer à discuter des défis qu'ils avaient. Donc ils listaient les défis. Plus possible de joindre les parents, des élèves qui ont totalement décroché, qu'on ne voit plus. Ils avaient des défis en commun. Et puis chacun d'entre eux proposait sa solution.
Et puis on avait un facilitateur-chercheur qui amenait un petit peu de réflexivité. Et ben, en ayant cette démarche-là, les profs se disaient, ah bah oui, cette solution-là, elle marche pour moi aussi. Et ils arrivaient à évoluer tout au long de l'année. Et ce dispositif-là a bien fonctionné et il grandit dans d'autres pays, à travers l'Europe. Ça demande un investissement, c'est peut-être pour des profs très engagés, mais c'est une des démarches. Après, on a tout un écosystème. Là, je suis sur la France, la plateforme Être Prof, avec de la formation des profs primo-arrivants, qui est une autre approche. Pour le LPI, c'est... on peut rejoindre l'Alliance pour la partie internationale et suivre un peu ce qui se passe. On a des groupes d'action autour des enseignants. Donc, on a fait un autre programme international, Teachers for the Planet. Et là, c'était d'aller regarder quels sont les enseignants. On a écouté les enseignants. On n'a pas essayé de leur proposer quelque chose. C'est une année à les écouter. On les réunissait, puis le monde entier. On dit, nous, ce qui nous manque, c'est que sur les enjeux de développement durable, dans les pays dans lesquels il y a un curriculum, c'est un curriculum descendant qui nous a été imposé et qui ne correspond pas aux préoccupations de nos élèves. D'accord ? Les populations indigènes en Australie, à chaque fois, on a quelque chose qui ne correspond pas à nos savoirs, etc. Donc, en tant qu'enseignant, on a envie d'être co-créateur des contenus pédagogiques qu'on va enseigner sur l'environnement. Et donc ça, on s'est dit, c'est très intéressant. On a monté l'initiative Teachers for the Planet. On a fait une collecte à travers le monde d'approches d'enseignants. Et là, on a présenté une centaine de solutions à la COP. L'idée derrière, si on pouvait y arriver, c'est de créer une communauté apprenante entre ces enseignants pour aller plus loin. Ça demande beaucoup de travail, de l'investissement. On est une petite association aussi. On fait des choses gigantesques avec des équipes petites grâce à la collaboration des autres. Mais nos moyens sont limités pour aller jusque là où on voudrait aller. Si vous aviez un modèle éducatif, vous qui avez ce regard international, qui vous a vraiment marqué dans sa manière d'intégrer, se prendre soin de soi, soin des autres et soin de la planète, est-ce que vous auriez un exemple à partager ? Ouais, il faut donner des exemples concrets. Alors j'en ai 1000. Donc le choix, c'est difficile. Mais c'est tant mieux. Heureusement qu'il y en a 1000. Un exemple qu'on a déjà partagé à quelques reprises, mais parce qu'il est improbable peut-être, c'est en Haïti, le collège Katz-Pressoir. Donc à Haïti, à Port-au-Prince, les conditions sont vraiment extrêmes. Cette école a été reconnue comme étant une des meilleures écoles d'Amérique latine par la Fondation Lego et par le réseau Ashoka. Et pourquoi ? C'est parce que les enfants, dès le plus jeune âge, une fois qu'ils ont acquis des bases d'écriture, de lecture, de compter, vont travailler en équipe sur des projets qui ont de l'impact sur leur communauté. La pollution des eaux, les problèmes d'électrification, prévoir les séismes à l'avance, des sujets qui sont assez complexes. C'est adapté à leur âge, mais ils font ça pendant toute leur scolarité. Et en travaillant sur des sujets qui les touchent énormément pendant toute leur scolarité, un des directeurs était ingénieur de formation. Il a amené un peu ce côté ingénierie de projet dans le cadre de l'école, mais c'est vraiment une école. Et les élèves vont avoir des prix en chimie ou en mathématiques à la fin, puisque pour réussir à résoudre un problème de pollution de l'eau ou de prévention des séismes, il faut des mathématiques ou de la chimie, etc. Mais la motivation est telle qu'ils apprennent aussi. Donc c'est à la fois de l'engagement et de la réussite dans les disciplines. Et cette alliance-là me semble très très intéressante. Et ça fonctionne en Haïti, ça fonctionne ailleurs aussi. Je suis curieuse parce que vous portez énormément de programmes. Combien est-ce que vous êtes à travailler au Learning Planet Institute ? Alors, au Learning Planet Institute, on est 80 personnes en staff, je dirais 80, 90, peut-être 120 avec des profs extérieurs, etc. Mon équipe, on est 6. Ouais. Et on a quelques freelances pour le Festival de l'Apprendre. Donc, c'est une toute petite équipe qui travaille de manière phénoménale. Mais le secret, parce qu'avant, j'avais des équipes qui vont monter jusqu'à 250 personnes sur des programmes, le secret, c'est qu'on le fait en collaboration. Et au lieu de le faire en faisant venir des milliers de personnes ici pour en discuter, chacun le fait de son côté. Il faut se rencontrer aussi, ça crée des liens, mais c'est parce qu'on collabore avec beaucoup d'acteurs. Et ça demande un gros travail, mais finalement, pour l'équipe internationale, c'est le cœur du travail. C'est animer cette communauté, la faire vivre, lui permettre de proposer des choses. Alors j'ai une question rituelle dans le podcast Les Adultes de Demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Je leur souhaite dès à présent de se sentir parfaitement légitime et capable de changer le monde, et que leur vision est souvent bien meilleure. Vraiment, le sondage du Youth Talk sur qu'est-ce que les jeunes veulent apprendre, ça me paraît bien plus important que ce qu'on essaie de leur apprendre souvent. Donc, continuez comme ça. Et faites-le avec les générations, avec toutes les générations, pour qu'on arrive à changer les choses. Super. Et merci infiniment, Olivier, pour tout ça. Merci, Stéphanie, pour votre invitation. À très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso.
N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.